Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin sur l'antenne de Sud Radio, Nathalie Arthaud, qui est porte-parole de Lutte ouvrière. Bonjour. Bonjour. Lutte ouvrière, c'est la fête ce week-end, 7, 8, 9, dans le Val d'Oise, fête annuelle. Oui, c'est ça. Bien. Vous allez célébrer la victoire à la tête du PS. Non, c'est Olivier Faure. Non, vous n'allez pas recevoir Olivier Faure ce week-end, non? Ah non. C'est effectivement un regroupement d'organisations, oui. Et tous ceux qui auront aussi envie de passer un moment de fraternité pour refaire le monde, parce que voilà, enfin nous sommes très clairement, nous sommes communistes. Vous voulez refaire le monde? Ah oui, refaire le monde. Nous sommes communistes, révolutionnaires, plus que jamais, j'ai envie de dire. Enfin, franchement, depuis que Trump est revenu à la Maison Blanche, je crois que les choses sont claires pour tout le monde. C'est-à-dire le capitalisme, c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre pour tout, pour les marchés, pour les matières premières, pour les terres rares, pour les satellites, pour l'intelligence artificielle. Enfin voilà, c'est la guerre. C'est la guerre, et une guerre économique qui se transforme régulièrement en guerre tout court. Est-ce que c'est dans ce monde-là que nous voulons vivre? Oui, Nathalie Arthaud, nous sommes communistes pour changer ça, justement. Vous voulez changer ça, vous allez nous dire comment, mais les partis populistes et l'extrême droite gagnent du terrain en Europe, dans le monde. Pourquoi, selon vous? C'est vrai que l'évolution réactionnaire, barbare de la société prend dans les pays impérialistes ce visage-là, le visage des idées de plus en plus xénophobes, racistes, le visage de l'indifférence aux autres, j'ai envie de dire. L'indifférence vis-à-vis de ceux qui sont sous les bombes, l'indifférence vis-à-vis de ceux qui sont dans la misère, qui dorment sous les ponts. Voilà, oui. C'est l'indifférence, c'est l'individualisme généralisé, c'est le repli, le chacun pour soi. Et ça, je vous dis, c'est une évolution barbare de la société. Trump, mais Maduro au Venezuela, mais Poutine en Russie, mais Xi Jinping en Chine. Oui, mais vous voulez que je vous multiplie les exemples? Et puis mais la Turquie, enfin bon, je vais pas. Et ici, parce qu'on a les mêmes ici. Les mêmes qui nous proposent exactement la même évolution entre Zemmour, Le Pen, mais enfin Retailleau, et puis on voit que, y compris beaucoup dans le centre, sont attirés, aspirés, par cette évolution de plus en plus réactionnaire. Ils nous mènent exactement au même endroit. Eh bien, moi, je peux vous dire que cette évolution-là, je la combats. C'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et ce que je pense vraiment, ce qui me révolte et ce qui me conduit à vraiment pas baisser les bras et au contraire à avoir envie de me battre, c'est que je suis convaincue que la société, elle est capable de fonctionner autrement. On n'a jamais eu autant de moyens, de richesses, de moyens de les produire, autant de possibilités pour construire une autre organisation économique à l'échelle de la planète. C'est un immense gâchis ce qu'on est en train de connaître. Cette course au profit, on est en train de saccager l'humanité, de saccager la planète. Tout ça pourquoi? Pour qu'il y ait plus de milliardaires demain. Voilà la réalité de ce monde. Plus de Trump, plus de Musk, plus de tous ces clowns-là qui sont en train de nous enfoncer. Oui, Nathalie Arthaud, vous allez porter cette voix-là en 2027? Vous serez candidate en 2027? Mais déjà, je vais la porter dans la fête, dans cette fête, dans cet immense rassemblement. Parce que je pense qu'on a besoin de perspective. Bon, on a besoin est-ce que vous la porterez, cette voix, en 2027? Mais moi, j'espère qu'il va y avoir des réactions collectives et des révoltes générales bien avant 2027. J'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça peut être une réaction collective? Ça peut être déjà ça peut être des mouvements de grève, des mouvements de protestation pour dire non au coût qu'on est en train de recevoir ici, parce que ici, y a un recul pour les travailleurs quand même. C'est des plans de licenciement sur plans de licenciement. C'est c'est la vie chère, c'est une précarité vous avez des femmes et des hommes aujourd'hui qui travaillent dur, qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à se soigner. C'est une réalité, y compris dans un pays riche. Et puis, c'est ce qui se passe dans le monde entier, toutes ces régions à feu et à sang. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Enfin, on a aujourd'hui une guerre d'extermination qui se déroule sous nos yeux, et on est censé ne pas la voir. On est censé faire comme s'il ne se passait rien. Donc, c'est tout ça qui, j'espère, conduit
conduira demain à ce qu'il y ait des millions de gens dans la rue pour dire non, ça suffit, ça Puisque suffit. vous parlez de Gaza, grève des dockers à Fos-sur-Mer qui refuse de charger dans un cargo des composants militaires en partance pour Israël. Là, vous appuyez cette grève, j'imagine. Je leur dis bravo. Vous leur dites bravo. Justement, ce que je leur dis et ce que je dis à tous les travailleurs, c'est que nous avons les moyens d'agir, en fait. Nous ne sommes pas voués à compter les points et à être spectateurs de ce que décide un Netanyahou, un Trump, un Xi Jinping ou un Poutine. Nous ne sommes pas voués à les regarder passivement. On a les moyens de faire beaucoup de choses, nous, les travailleurs. Parce qu'en effet, sans nous, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de cargaison, il n'y a pas de navire qui circulent, il n'y a pas, rien ne peut être fait sans nous, et même pas les guerres. Donc en effet, si on prend conscience de ce rôle qu'on a là dans la société, eh bien on peut imposer par nous-mêmes beaucoup de choses. Nathalie Arthaud, une enseignante a été suspendue à Sens dans l'Yonne pour avoir organisé un hommage aux victimes civile. Gazaoui, à la demande des élèves, cet hommage, des élèves volontaires sont restés dans la classe avant la sonnerie de la récréation, d'autres sont sortis de la classe. Le principe de neutralité s'impose aux enseignants, dit le rectorat. Des syndicats d'enseignants appellent à faire grève pour Gaza. Vous aussi ? Ah mais je suis complètement d'accord et solidaire avec cette collègue. Et si j'avais des élèves qui me l'avaient demandé, je l'aurais fait moi-même. Je suis enseignante. J'aurais fait, oui, 7 minutes de silence. Écoutez, cette neutralité, mais c'est de la blague. C'est de la blague. Bon, mais bien sûr, parce que on a un gouvernement qui va nous dire finalement, là, oui, vous pouvez faire vous allez faire une minute de silence, pour telle ou telle victime. Là, non. Alors il faut que on s'indigne en fonction de ce qui est tamponné, validé par notre gouvernement. Eh ben moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que vous appelez à la grève, vous appelez à la grève dans toutes les écoles, dans tous les établissements scolaires. C'est scandaleux de voir pour Gaza. Nous avons un gouvernement qui est aujourd'hui complice de ce qui se passe et qui est en effet une politique génocidaire à Gaza. Qui demande la reconnaissance de l'État palestinien. Ah bon, alors Emmanuel Macron dit attention, je vais bientôt faire une grande déclaration pour reconnaître l'État palestinien, mais au moment même où la possibilité physique, matérielle de cet État palestinien est en train de disparaître sous nos yeux. Mais c'est une farce. C'est une farce. Est-ce que vous soutenez le Hamas ? Est-ce que vous soutenez le Hamas ? Absolument pas. Absolument pas. Je dénonce une politique, et d'ailleurs une politique suicidaire, contre-productive du Hamas. Mais ce que je dénonce avant tout, c'est la politique d'oppression, de colonisation, d'apartheid que mène l'État palestinien depuis 77 ans maintenant, et qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui, non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, au Liban. Vous savez, moi je pense que c'est cette politique-là de Netanyahou, ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est une guerre contre les Palestiniens. C'est une guerre d'extermination. Ils utilisent l'arme de la faim aujourd'hui. Vous avez vu les enfants qui n'ont que la peau sur les os. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui quand il y a une distribution alimentaire, on a 20, 30 morts. Mais les gens se font tirer dessus. Vous êtes antisioniste. C'est une guerre contre les Palestiniens. Donc, et je peux vous dire que cette politique-là, sioniste, en effet, de Netanyahou, mais de ses gouvernements, de tous les gouvernements qui ont précédé, c'est une politique qui est criminelle contre les Palestiniens, mais c'est une politique qui est suicidaire pour les Israéliens. Est-ce que cet antisionisme n'est pas en partie responsable des actes antisémites qui se multiplient en France ? Mais évidemment, non. Je pense et je suis convaincu que cette politique de sioniste qui consiste à expulser, qui consiste à faire partir, à se débarrasser en fait des Palestiniens, voilà, ça oblitère le futur, l'avenir, y compris pour les Israéliens. Ils ne pourront pas construire un avenir de paix et de sécurité sur une montagne de cadavres. On ne fait pas la paix en remplissant les cimetières. Est-ce que la sécurité des Israéliens ne pourra être obtenue qu'en arrêtant ce massacre, qu'en arrêtant la colonisation, qu'en arrêtant la politique d'apartheid, qu'en reconnaissant l'égalité des droits avec les Palestiniens. Nathalie et moi, l'avenir que je vois dans cette région-là, c'est un avenir où bien sûr il y a la place pour ces deux peuples, mais aussi pour les Druzes, mais aussi pour les chrétiens. Mais ça veut dire la reconnaissance des droits de chaque
peuples. Voilà. Et c'est une fédération de tous les peuples Est-ce du que vous Moyen-Orient. pensez qu'une certaine gauche, une partie de la gauche est dans l'ambiguïté avec l'antisémitisme? Non mais moi, je vous le dis sincèrement. Je rappelle quand même que l'antisémitisme est né au sein du socialisme révolutionnaire. Hein, faut le rappeler. Vous le savez bien, oui, c'était de l'anticapitalisme au départ, hein. Pardon. Et c'est une perspective qui a été très très vite combattue par justement les socialistes, les communistes, les révolutionnaires, parce qu'en fait, dès qu'ils se sont rendus compte que ce que ça voulait dire sur le terrain, c'est-à-dire l'expulsion de paysans palestiniens et finalement la spoliation de leurs terres, de leurs moyens de vivre, un certain nombre ont vu que c'était pas une bonne direction et que finalement ça allait conduire à des guerres sans fin. Vous savez, c'est quand on dit vous êtes vous êtes antisémite, mais il y a des générations entières d'intellectuels, de militants juifs qui ont dénoncé cette politique-là l'antisémitisme est d'extrême droite comme d'extrême gauche. Alors, vous le savez bien, Nathalie Arthaud. L'antisémitisme, c'est un combat que, en effet, les communistes révolutionnaires ont toujours mené. Vous savez, il y a un socialiste, Bebel, qui a dit l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles. C'est le socialisme des imbéciles. Alors il y a des imbéciles en France. Est-ce qu'il y a des imbéciles en France qui nourrissent le communautarisme et donc qui nourrissent une forme d'antisémitisme? Mais aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la campagne qui est menée du sommet de l'État? C'est une campagne contre les étrangers, contre les immigrés, contre les musulmans. Tous les jours, on a droit à une petite mesure supplémentaire contre les musulmans, une proposition contre les étrangers. Et tous les jours, on nous explique que le danger, la menace, le problème, c'est celui qui vient d'ailleurs. C'est ça la campagne. Et évidemment, cette campagne raciste, qui est une campagne xénophobe, qu'est-ce qu'elle provoque? Elle provoque le rejet, elle provoque le communautarisme. C'est cet engrenage. Le communautarisme. Mais bien sûr, et c'est cet communautarisme qui est encouragé, flatté à des fins électorales, bien souvent, parfois par des partis politiques. Vous n'êtes pas naïve, Nathalie Arthaud. Non mais vous savez que vous-même, vous êtes victime. On vous accuse d'islamophobie. Mais j'ai vu ça. Vous êtes islamophobe? Écoutez, en tout cas, sûrement pas dans le sens de Retailleau, de Le Pen et non, mais je vous parle pas de Retailleau, Le Pen. C'est pas eux qui vous accusent d'islamophobie. L'islamophobie aujourd'hui, c'est cette campagne-là, cette campagne systématique. Ce sont des militants, Et vous savez, ce sont pas seulement des mots. Ce sont pas seulement des mots, parce que quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui qui semble mener une nouvelle croisade, en fait. Je ne vous parle pas de ça, vous êtes en train d'éviter ma question, je ne vous parle pas de ça. Moi, je le dénonce, je le combats, et je pense que cette campagne-là, elle tue, parce que je pense que le meurtre... de Puget-sur-Argence, du Var et du Gard, sont aussi le résultat de cette Nathalie Arthaud, de cette campagne. Que disent ceux qui vous accusent d'islamophobie? Pardon, vous les avez vus. Mais c'est ridicule. Que disent-ils? Pensez que critiquer le port d'un tissu permettra l'émancipation des femmes? C'est très con. Voilà ce qu'ils vous disent. Et vous avez vu? Oui, j'ai vu. Écoutez, je suis absolument pas d'accord avec ça, mais en même temps, j'ai toujours dit que moi, effectivement, l'émancipation des femmes, c'était un combat fondamental pour nous, lutte ouvrière, que évidemment la liberté des femmes, leur droit de vivre en décidant de leur vie, sans avoir un tuteur, que ce soit un père, un frère ou un mari, et de s'émanciper, c'était une question fondamentale pour nous. Et nous avons toujours dit que les religions quelle qu'elle soit d'ailleurs, ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, c'est un obstacle, parce que toutes ces religions, elles infériorisent les femmes et elles cherchent à les contrôler, à contrôler leur corps. Dans toutes les religions, les femmes sont inférieures aux hommes. Bien sûr, absolument toutes. Vous pouvez regarder dans les détails. Elles ont pas accès aux mêmes droits que les hommes. Et vous avez pas de curé femme, par exemple.
exemple, toujours pas. Le pape, c'était forcément un homme, ça pouvait pas être une femme, évidemment. Enfin, oui. Et puis regardez, y compris leur combat par rapport à l'avortement. Donc toutes les religions sont des obstacles. Et ça, nous le savons, des obstacles supplémentaires, parce que c'est pas le seul. C'est aussi, vous savez, la situation des femmes par rapport au travail, etc. Oui. Mais en même temps, je ne suis pas dupe. Quand un Attal ou quand un Retailleau vous êtes favorable ou pas à l'interdiction du port du voile? Je suis absolument opposé à toute interdiction, parce que derrière tout ça... À toute interdiction? À toute interdiction. Même dans votre classe? Non, mais là, je suis pas pour remettre en cause cette loi-là. Vous êtes favorable à l'interdiction du port du voile dans les établissements scolaires? C'est ce qui se passe aujourd'hui, et je trouve que c'est en effet quelque chose de très bien pour toutes les filles qui ont envie justement de s'émanciper, de faire leur propre choix. Vous avez des élèves contraintes de porter le voile? Est-ce que vous avez des élèves contraintes de porter le voile? Oui, ça existe, et je suis fondamentalement de leur côté. Mais quand j'entends Attal et Retailleau dire il faut interdire, etc., je sais que c'est pas leur souci. Je sais que ça participe d'une campagne qui est nauséabonde, qui est dégoûtante, pour stigmatiser les femmes musulmanes, pour stigmatiser l'islam, pour faire des amalgames, etc. Et cette campagne, encore une fois, je vous dis qu'elle est dangereuse, je la dénonce et je la combats. Est-ce que les lois de la République, les lois de la démocratie priment sur les lois religieuses? Mais vous savez, tout ça, c'est des grands mots. Les lois de la République. Non, c'est pas des grands mots. C'est pas des grands mots. C'est une réalité aussi. Les lois de la République, oui, c'est théoriquement liberté, égalité, fraternité. Vous pouvez me dire, où est l'égalité dans cette société? Elle est où l'égalité quand on n'a pas d'argent, quand on peut pas se loger, quand on n'arrive pas à trouver un travail? Et ça, c'est le cas de plein de femmes. Pourquoi il y a des femmes y compris qui sont françaises, de souche, j'ai envie de dire, puisqu'on est obligé de parler comme ça maintenant, qui subissent la loi des hommes, qui sont même sous emprise, qui sont frappés, et qui parfois sont tués par leur conjoint, par leur mari, etc. Pourquoi elles restent? Pourquoi elles n'arrivent pas à se défendre? Eh ben parce que justement elles sont prisonnières parce qu'elles n'ont pas la possibilité de vivre de façon indépendante économiquement. Et cette loi là de l'exploitation qui est au cœur de cette société de la République, comme vous dites, cette exploitation qui est vécue très durement par les femmes, eh ben c'est une prison, c'est un piège. Et moi c'est pour ça que je pense que le combat de l'émancipation des femmes, il doit d'abord commencer sur ce terrain-là, qu'elles aient le droit d'accéder à un travail, qu'elles puissent vivre dignement et qu'elles puissent choisir leur vie. Donc c'est un combat de travailleuses et de travailleurs contre l'exploitation, et aussi pour changer la société. On en revient Puisque vous parlez des femmes, comment se fait-il? Moi, je me pose souvent la question, violence, saccage, pillage après la victoire du Paris Saint-Germain, et en comparution, aucune femme, que des hommes. Bah c'est pas nouveau que la délinquance. Non mais oui. Voilà. Enfin, oui, c'est pas nouveau, mais c'est pas nouveau. On fait croire, non, c'est pas nouveau, mais plus que jamais. Pardon, plus que jamais. La délinquance, ça a toujours été ça. Mais encore une fois, moi j'entends Retailleau parler de barbares, des sauvages, etc. Mais c'est le fruit de leur politique. Qui est responsable? C'est le fruit de leur politique. C'est pas le pilleur ni celui qui saccage qui est responsable. Mais quand vous avez un gouvernement qui abandonne l'éducation nationale, qui abandonne la jeunesse de ces quartiers, qui les laisse dans leur jus, qui laisse les jeunes dans leur jus, y compris qui les rejette. Parce que la société ont de bonnes raisons. Non, ce que je dis, c'est que la responsabilité, elle incombe d'abord et avant tout à un gouvernement, à un État qui n'est même pas capable de défendre l'existence de services publics dans les quartiers populaires, même pas capable de mettre en place des crèches pour permettre aux femmes justement d'avoir un boulot, pas capable de s'occuper de ces jeunes, de leur donner un avenir, des perspectives émancipatrices. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Alors oui, je le dénonce, c'est leur politique. Et puis par ailleurs, d'ailleurs, j'ai envie de dire aussi autre chose. Moi, vous savez, ces images-là, les trafics de drogue, ben ça me révolte. Parce que pour moi, c'est d'abord et avant tout un gâchis humain incroyable. C'est cette petite fraction, cette petite minorité de jeunes. Moi, j'en croise une partie, et c'est des jeunes qui ont envie de vivre comme les autres, qui ont envie effectivement de profiter de la vie, de se construire un avenir, qui ont ces aspirations-là. Donc pourquoi ils finissent là à être finalement des comportements asociaux, ils gagnent en une journée ce qu'ils gagneraient en un an. Mais parce que
Parce que voilà, la société, elle est faite comme ça aussi. La société, elle est faite comme ça. Et tous ceux qui leur disent, ah oui, il faut se conduire comme des honnêtes gens, il faut respecter la loi, etc., etc., les retaillots, les leçons de morale, là, hein, déjà, qu'ils en fassent quelques-unes vis-à-vis de leurs propres amis. Hein, écoutez, Sarkozy, Le Pen, Fillon, ils encombrent pas mal la justice, vous trouvez pas? Ils encombrent pas mal les tribunaux. Et leurs leçons de morale, elles sont où là? Monsieur Bayrou, qui n'a pas vu, il n'a pas vu que pendant des décennies, les responsables de Bétarame, de Notre-Dame de Bétarame sévissaient. Il n'a pas vu, il n'a pas vu ou il n'a pas voulu voir, ou pire, il a couvert. Et là, il n'y a pas de leçon de morale, et l'exemple vient d'en haut. On a une société qui voue un culte à l'individualisme, le chacun pour soi, et qui nous dit « mais ne regarde pas les autres, occupe-toi de toi. Ah, il y a des gens qui meurent dans la rue. C'est comme ça, c'est la vie. Vous croyez, ces jeunes, ils sont le reflet de tout ça aussi. Ils sont le reflet de tout ça. Donc moi j'en ai un petit peu marre que on s'attaque comme ça à cette jeunesse. Et cette jeunesse, moi je travaille avec, et elle a plein d'envie justement. Anecdotique, mais ça fait une petite polémique. Cette fameuse affiche de la Gay Pride, vous l'avez vue? J'ai juste entrevu là ce matin. Bon, mais vous savez, on fait dire tout et n'importe quoi. Non, c'est pas on fait dire. Une femme voilée sur l'affiche. Les couleurs du drapeau palestinien, on fait pas, non. Femme voilée sur une affiche de la Gay Pride, alors que dans les pays musulmans, les homosexuels sont non seulement bannis, parfois torturés et même tués. Oui, écoutez, moi ils ont fait l'affiche comme ça. Bon, voilà, c'est à eux de. Non, mais il y a encore une fois, il y a beaucoup de combats à mener dans la société. Est-ce que pas tout n'est-il pas récupéré à tort parfois, et est-ce que c'est pas contre-productif, alors que la Gay Pride c'est fait pour aider ceux qui sont homosexuels, hommes, femmes, enfin bon. Non, mais contre-productif, je sais pas. Moi, tous les matins. Franchement, je me réveille en me demandant combien y aura-t-il de morts de plus à Gaza. Vous écoutez la radio le matin, vous réveillant? Oui, j'écoute la radio. Et tous les matins, je me pose cette question-là. Et tous les matins, je me demande, mais comment font-ils pour... Voilà, je me demande combien il y aura de morts de plus en Ukraine, combien il y aura de morts laissés à Port-au-Prince par les gangs armés, tous les matins. Donc, et ça, si vous voulez que les gens se disent, mais ça fait partie de notre combat, on doit le porter, on ne peut pas l'accepter. Moi, ma conviction de communiste, révolutionnaire, internationaliste, c'est que l'humanité, elle est une et indivisible, et que les souffrances, les guerres, la misère, bien sûr qu'elles doivent nous révolter de partout, et que ça doit faire partie du combat quotidien de chacun. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est pas tel ou tel dirigeant qui déconne. C'est qu'on est dans un système capitaliste qui mène à ça, qui mène à dresser les peuples les uns contre les autres, qui mène à ces guerres économiques, et que j'en reviens au cœur même de notre système. Les hommes sont le produit de ce système, et ce système capitaliste, il faut le changer, et c'est comme ça qu'on inventera et qu'on construira une autre humanité, j'en suis convaincue.